Chers orateurs, chères oratrices, cher public, bonsoir. L'heure de la demi-finale a sonné. Au nom de la Fédération française de débat et d'éloquence, nous voulions saluer le parcours remarquable de toutes les associations qui se sont engagées dans le championnat cette année. Et un particulier salut à Verbatim et à Olemo pour leur demi-finale qui a été atteinte ce jour. Ce soir, une équipe gagnera sa place pour la finale en juin prochain et j'ose espérer que vous êtes toutes et tous motivés pour atteindre ce but. Je vous rappelle que nous attendons de vous une attitude respectueuse et bienveillante tout au long de ce choc. Pour les novices du débat parlementaire, je vous rappelle que le débat parlementaire va se voir affronter deux équipes, une au gouvernement et une à l'opposition, qui se répondront à tour de rôle et qui auront seulement 5 minutes de temps de parole par orateur. Au niveau du temps, il est primordial de bien le respecter. Maëlle vous indiquera par un claquement de main le temps. Au niveau des questions, il est primordial d'en prendre minimum une et d'y répondre, auquel cas cela est une faute éliminatoire. Il serait quand même dommage de se faire éliminer sur ce point-là en demi-finale. Sans plus tarder, ce gouvernement alignerait par subvention les prix des produits issus de l'agriculture biologique sur ceux de l'agriculture conventionnelle. Au gouvernement, l'équipe de Verbatim et à l'opposition, l'équipe d'Olemo. Je vous souhaite un très bon choc. Pour information, je taperai au bout de 1 minute pour vous informer que les questions sont ouvertes, au bout de 4 minutes pour vous informer que les questions sont closes, au bout de 4 minutes 45 pour vous dire qu'il faut bientôt conclure, pour un marqueur de temps pour que vous le respectiez ce temps, et enfin à 5 minutes je vous dirai veuillez conclure. À partir de 5 minutes 15, votre temps de parole est épuisé et vous aurez dépassé le temps éliminatoire. Est-ce que c'est clair pour les deux équipes? Très bien. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous appelons pour commencer ce débat le Premier ministre, Maëlle. Si ceux qui ont faim ont droit, l'écologie n'en est pas moins l'affaire de tous. Alors avançons main dans la main, ne laissons personne sur le bas-côté. Manger sain, manger mieux, manger écologique ne devrait pas être l'affaire des plus aisés. Car oui, le prix est le premier facteur de renoncement à une alimentation qui n'est pas certifiée agriculture biologique. Conscient que le rapport du GIEC nous implore d'accélérer notre transition vers une agriculture plus durable, nous ne pouvons exclure ceux qui souffrent. Les produits biologiques ne sont pas abordables. Pour les plus modestes, la dernière étude du FC Que Choisir démontre qu'en moyenne, ils coûtent 75% de plus à l'achat. Mais cette moyenne peut atteindre des prix vertigineux lorsqu'il s'agit de produits les plus consommés. Il est insupportable que les classes moyennes et populaires se voient refuser l'accès à une alimentation plus saine et plus durable. Il est de notre devoir de leur permettre d'avoir les mêmes possibilités alimentaires. Manger bio ne doit pas être un sacrifice financier, cela ne devrait même pas être un luxe, cela devrait être un droit. Nous démocratiserons l'agriculture biologique. Nous porterons fièrement le développement des produits siglés, des logos AB, portés par le ministère de l'Agriculture. Notre cahier des charges permet la fin des pesticides, un respect de la biodiversité, une rotation des sols. Notre projet, baptisé Tous au bio, repose sur 3 piliers. Promouvoir le bio abordable, accompagner consommateurs et agriculteurs, transformer l'agriculture en bio. La subvention permettra la création d'un pacte social et environnemental. Il est vrai
Nous refusons l'agriculture punitive qui consisterait à sanctionner nos agriculteurs par l'intermédiaire d'une transition brutale sans accompagnement. Ce n'est pas ce que nous voulons. Elle serait la cause d'une hausse de l'inflation. La classe populaire en paierait les pots cassés. Ce n'est pas ce que nous voulons. Enfin, ce plan s'inscrit dans une vision à moyen terme qui a pour objectif de donner une impulsion d'abord en France, ensuite en Europe. Ces engagements sont cohérents avec les objectifs du Pacte vert face à une urgence climatique, face à une urgence sociale. Nous proposons un avenir où nous serons tous au bio. C'est ce que nous voulons. Je prendrai votre question. Comment comptez-vous rendre compatible votre projet avec le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui aujourd'hui le proscrit? Eh bien écoutez, il est tout à fait compatible. Si vous me laissiez terminer, le ministre de l'économie sera très clair sur ce point-ci. La dernière étude de l'INSEE souligne 2 marqueurs qui expliquent la différence de prix entre le bio et le conventionnel. Le prix agricole ou prix de production est supérieur lorsqu'il s'agit de produits biologiques. Nous réduirons ce montant en le subventionnant grâce à un mécanisme de TVA à taux zéro. Il sera même négatif sur certains produits. Nous ne demanderons donc aucun effort aux agriculteurs. Nous mettrons fin aux marges disproportionnées des distributeurs sur les produits bio, car cela n'est pas juste, ce n'est pas le modèle que nous défendons. Ces 2 mesures nous permettront de ramener le prix des produits bio au prix des produits conventionnels. Nous financerons cette démarche grâce à 2 outils. Nous augmenterons la TVA sur les produits ultra transformés, car ils sont mauvais pour notre santé et pour l'environnement. C'est un choix juste, c'est le modèle que nous défendons. Enfin, nous mettrons en place un impôt de solidarité alimentaire. Les ménages les plus aisés, ce sont ceux qui polluent le plus. Nous aiderons à financer cette transition écologique et durable. C'est un choix juste, c'est un modèle que nous défendons. Cette nécessité de consommer bio sera développée par le ministre de l'Environnement Masson. Le ministre de l'Économie et de la Solidarité Lasserras viendra éclairer les mécanismes économiques et politiques. Enfin, le secrétaire général Jossan démontrera la nécessité de cette mesure. La tâche est grande. Alors plaçons-nous au plus haut niveau pour qu'au moins nous puissions approcher cette ambition. Il s'agit de décider tous ensemble de l'avenir de nos agriculteurs et de nos concitoyens et de nos territoires. Mesdames et messieurs, pour lui répondre à l'opposition, nous appelons la chef de l'opposition, Noa Vacher. Un tableau pastoral aux touches champêtres, une promesse d'un avenir meilleur avec l'agriculture biologique comme toile de fond. Une alternative souhaitable, me direz-vous. C'est en tout cas ce que le gouvernement tente de nous faire croire. Malheureusement, il ne s'agit que d'une idéalisation d'une réalité bien plus complexe. Estimés membres du gouvernement, chère opposition, chère Assemblée, ce serait une aberration que d'accepter le projet que vous nous proposez. Avant tout, posons un cadre. L'article L614-13 du Code rural définit l'agriculture biologique en ces termes. Un mode de production agricole excluant l'emploi de substances de synthèse telles les pesticides de synthèse, les médicaments, les engrais de synthèse ou encore les organismes génétiquement modifiés. L'agriculture biologique utilise donc des pesticides naturels. Mais attention, naturel ne signifie pas sain. Il suffit de se pencher sur le cuivre, toxique pour l'homme.
L'agriculture biologique, c'est déjà 9,5% du territoire français, 13,2 milliards de recettes, et pourtant, le gouvernement se propose aujourd'hui de baisser artificiellement les prix d'un secteur loin d'être mis en péril. Vous le savez, le prix se définit comme la valeur d'un bien sur un marché. Il est donc indissociable de ce dernier. C'est pourquoi, en droit français, l'article L410-2 du Code du commerce définit le prix en ces termes. La libre détermination du prix par le jeu de la concurrence. Le prix est le résultat d'une offre et d'une demande, et une intervention trop forte de l'État, comme ce que vous souhaitez faire, crée un déséquilibre. Or, ce déséquilibre qui sonne le glas de l'urgence économique et se fait criant de notre besoin d'assurer notre souveraineté alimentaire, nous ne pouvons pas nous le permettre. Monsieur, je vais prendre votre question. Bien, vous semblez être friand de droit européen ainsi que de la liberté des prix. Quelle est votre position à propos de la PAC, s'il vous plaît? Eh bien, tout simplement, la PAC est une subvention qui est offerte à nos producteurs, mais également à nos distributeurs. Et c'est d'ailleurs la question que j'allais aborder dans la suite de mon discours, puisqu'il me semble que votre projet, légalement, repose sur un socle particulièrement instable vis-à-vis de l'Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce que l'article 107 du TFUE, donc c'est-à-dire le traité de fonctionnement de l'Union européenne, repose en premier lieu vis-à-vis des producteurs sur le fait que vous n'avez pas le droit de subventionner les producteurs à partir de l'État. Pourquoi? Parce que les producteurs ont déjà une subvention de la PAC. Il est illégal, messieurs du gouvernement, d'offrir une subvention de l'État en plus de celle de la PAC. Si vous faites ça, vous auriez l'obligation de subventionner tous les producteurs susceptibles de vendre en France. Et cela prend en considération tous les producteurs européens. Vous n'en avez pas ni l'argent ni la possibilité. Et vous le savez, c'est une catastrophe magistrale pour l'économie de notre pays. De plus, vous m'avez parlé des consommateurs. Mais messieurs, vous avez parlé du fait de donner aux consommateurs la possibilité de consommer le label AB. Le label AB, je le rappelle, est un label uniquement français. Sauf que, encore une fois, c'est illégal, messieurs du gouvernement. Vous n'avez pas le droit d'offrir une subvention aux consommateurs uniquement pour les produits d'origine française. Vous n'avez pas le droit. Si vous faites cela, eh bien vous serez obligé en fait de favoriser la consommation des produits d'origine étrangère bio. Car offrir une subvention aux consommateurs sur les produits labels uniquement français est interdit dans l'article 107 de la TFU, encore une fois. Donc, vous allez vers une abysse magistrale économique. Votre projet économique ne fera en réalité que nuire profondément à la souveraineté et à la diversité agricole de la France. Car, qu'importe votre choix, c'est une problématique qui s'imposera à l'échelle européenne. Afin d'endiguer cette éventualité, la contre-proposition de cette opposition est simple. Édifier une agriculture à circuit court, saine et locale, afin de diminuer un impact environnemental et sanitaire encore trop important. Puis, dans un second temps, appliquer une régulation moins permissive sur les pesticides toxiques. C'est pourquoi monsieur le député Salis se penchera sur la dimension économique de votre projet de loi, dont les répercussions économiques seraient catastrophiques pour le pays. Il vous présentera les bienfaits économiques d'une consommation basée avant tout sur le circuit court, offrant une gamme de prix bien plus abordable aux consommateurs. Comme vous le disiez, le bio est 75% plus cher que la plupart des produits communs du marché. Eh bien, nous avons la solution également pour cela, et diminuer la chaîne de production. Pour ce faire, il nous faut nous appuyer sur les chambres régionales agricoles afin de favoriser les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Enfin, monsieur le député Ré, quant à lui, se chargera de la question environnementale et sanitaire et proposera de supprimer les pesticides à la fois synthétiques et biologiques, tels que le glyphosate ou le cuivre. C'est le secteur agricole qu'il faut défendre dans son entièreté, pas seulement la frange qui vous arrange politiquement, et c'est cette conviction que cette opposition portera avec ferveur. Pour lui répondre, nous appelons au gouvernement le deuxième ministre, Grégoire Masson. « 67 millions de Français. 67 millions de Français qui n'ont pas à vivre dans la crainte d'une famine prochaine ou d'une pénurie alimentaire. De cela, nous pouvons, je crois, être fiers. Car dans le monde,
tous n'ont pas la chance que nous avons. Mais lorsque la fierté, mère de l'ambition, devient une satisfaction béate, alors l'honnêteté laisse place à la bêtise. Notre système agricole, qui a permis aux Français et aux Européens de vivre dans un tel système sans la crainte d'avoir le ventre vide, cela, oui, nous pouvons en être fiers. Mais ce que nous ne pouvons pas, c'est de nous en contenter. Parce que, voyez-vous, 7 millions de Français dépendent aujourd'hui de l'aide alimentaire. Et parce que l'agriculture, à qui nous devons 3,5% de notre richesse nationale, compte pour 19% de nos émissions de gaz à effet de serre. Tout est là. Tout le problème réside dans notre capacité et dans notre volonté de permettre à tous les Français d'avoir accès à une alimentation durable. Madame la chef de l'opposition, l'utilisation du cuivre est en forte décroissance dans les pesticides biologiques. Mais c'est un sujet, je vous l'accorde. Néanmoins, on parle quand même d'une baisse de 45% ces 10 dernières années. De plus, au risque de vous décevoir, je me dois de vous apprendre que le RSA est une subvention aux consommateurs, l'allocation chômage aussi, et les APL aussi. Et en fait, l'Union européenne n'interdit nullement d'avoir une subvention aux consommateurs. C'est ce que nous proposons, mais c'est ce que vous n'avez pas daigné écouter. Concernant le label agriculture biologique, c'est un label français, oui, mais premièrement, il est aligné sur les normes biologiques européennes, et c'est pour cela qu'il est aussi un label qui est utilisé dans de nombreux autres pays européens. Donc, pour cadrer notre projet, nous entendons nous baser sur ce label agriculture biologique. D'une part, parce que ce cahier des charges est globalement pertinent face aux défis de la transition écologique que nous visons, et d'autre part, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un label sur lequel l'Europe travaille, puisqu'il est aligné sur ces standards européens. Ce label, je le connais bien, il appartient au ministère de l'Agriculture, et je peux vous le garantir, il est le plus qualitatif, le plus complet, le plus répandu. Évidemment, ce projet Tous au bio, c'est d'abord une réponse à l'urgence écologique. Perte de biodiversité, pollution de l'air et de l'eau, érosion des sols, émissions pharaoniques de gaz à effet de serre, nous connaissons les conséquences du modèle conventionnel sur l'environnement. Mesdames et messieurs les députés, je n'agite pas l'épouvantail de l'extinction devant vous. Je vous parle de réalités quantifiables et quantifiées. Le rapport de l'ITAB, commandé par le ministère de l'Agriculture, fait un constat sans appel. 20% des sols français présentent aujourd'hui un risque important d'érosion. Les exploitations agriculture bio, qui utilisent certes des pesticides minéraux, parfois avec le cuivre, connaissent cependant 65% de fuites de pesticides de moins que les exploitations conventionnelles. Si ces fuites sont une catastrophe pour la fertilité des sols, qu'attendons-nous pour prendre des mesures concrètes pour en finir avec le massacre de nos propres terres? Je prends votre question, madame. En sachant que le bio utilise également des pesticides toxiques, comment considérez-vous dans votre projet de loi la régulation de ces pesticides aussi nuisibles pour la terre? Alors justement, il y a 2 points sur lesquels en fait, je vous ai déjà répondu. Le premier, c'est que les pesticides de synthèse sont interdits dans le modèle biologique, ça vous le savez, vous l'avez dit vous-même. Et deuxièmement, l'utilisation des produits minéraux toxiques comme le cuivre, dont vous avez parlé aussi, et comme je viens de vous l'expliquer, est déjà en décroissance. Par ailleurs, en vous opposant à ce projet, mesdames et messieurs les députés, c'est avec la santé des Français que vous jouez. Parce que les classes populaires sont surreprésentées dans les hospitalisations liées à l'obésité, au diabète, aux carences alimentaires et aux troubles cardiovasculaires. Les scientifiques agronomes qualifient de très préoccupante la progression de l'antibiorésistance humaine induite par la consommation médicamenteuse excessive des élevages conventionnels. L'élevage bio, c'est 3,5 fois moins d'antibiotiques consommés par l'élevage bovin et 95% de moins pour l'élevage de volailles. Le Tous au bio, c'est une mesure de santé publique. Mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous payons déjà le prix de notre modèle agricole. Les Français le paient de leur poche, de leur santé, de leur vie. Voici venue l'heure des choix.
Pour lui répondre, nous appelons le deuxième député de l'opposition, Baptiste Salis. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Vouloir aider les agriculteurs est louable. Vouloir lutter contre le réchauffement climatique est noble. Pourquoi alors le gouvernement s'y refuse-t-il dans les faits? Avec un projet démesuré, vertical et inconsidéré qui considère qu'avec un arrosoir de subventions, nous pourrions métamorphoser notre agriculture qui a déjà tant souffert de la concurrence et du mépris. Tout d'abord, le coût de votre projet est d'une gloutonnerie sans précédent. En un mot, infinançable. Les subventions, en effet, coûteront des milliards et des milliards d'euros, 9 milliards précisément, dans la mesure où nous savons qu'en 2019, le chiffre d'affaires du bio, était de 12 milliards d'euros. Or, le bio est à 75% plus cher que les produits conventionnels. Le gouvernement devra donc chaque année rattraper ces 75%, créant ainsi une dette abyssale. Si la demande croît, comme vous l'espérez, dans les 10 ans, et que la production bio quadruple, par exemple, eh bien cela signifie que le gouvernement devra payer chaque année 36 milliards d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose, l'équivalent du budget de la défense. Je chiffre donc votre projet pour vous, car vous ne l'avez pas chiffré, messieurs. Un système comme celui-ci est un cercle vicieux qui n'est jamais viable. C'est la garantie de l'effondrement économique de notre pays. Et nous ne citons là que les dépenses volontaires, sans parler de l'inflation, sans parler non plus du fait que tous les investisseurs qui ont leur titre dans l'agriculture conventionnelle, à l'instant même où vous annoncerez leurs mesures, ils vont les vendre en bourse. Ce qui signifie une seule chose, c'est que du fait de l'effondrement des prix de l'agriculture conventionnelle et d'une adaptation nécessaire du bio constamment, vous devrez financer encore et encore et encore et encore et encore. La seconde impossibilité réside dans l'absence d'équivalence entre produits bio et produits conventionnels. Un producteur conventionnel pourra toujours justifier un écart de prix entre son produit et le produit bio auquel il est associé. Prenons par exemple un producteur de gâteaux, un fabricant de gâteaux. Son produit étant nouveau sur le marché, parce qu'il y ajoute des nouveaux ingrédients, il pourra très bien désigner qu'en réalité, il vendra son gâteau moins cher que ce que vous estimerez comme son égalité en bio, puisque ce sera un nouveau gâteau qui n'existera donc pas jusqu'à présent. Le producteur de ces nouveaux gâteaux peut donc très bien expliquer que son produit, comme il utilise moins de matières premières, coûtera moins cher. Donc l'équivalence n'existera jamais entre les prix. Comment, dans ce cas, justifier un alignement avec le bio? Comment justifier un prix équivalent pour produits qui, eux, ne sont pas équivalents? Je prendrai votre question. Je suis curieux de savoir comment vous aboutissez à un chiffre de 9 milliards d'euros de subventions alors que vous n'avez même pas attendu qu'on vous explique de combien précisément nous allions subventionner l'agriculture biologique. Nous sommes venus ici pour une chose, vous êtes bien d'accord? Pour débattre d'un alignement des prix des produits bio sur les prix des produits conventionnels. Un petit calcul rapide. Vous êtes conscient que les produits bio sont 75% plus chers que les produits conventionnels. Bon. C'est-à-dire un chiffre d'affaires de 12 milliards. Autrement dit, pour produire 12 milliards de produits bio, il aurait suffi de 3 milliards pour des produits conventionnels. Il faudra donc que vous rattrapiez ces 75%. Il faudra donc que le gouvernement les finance si vous voulez que les produits bio coûtent le même prix que les produits conventionnels. Donc ce sera à vous de payer nécessairement. C'est un calcul que vous n'avez pas fait. Et quelle que soit la manière dont vous financerez, il faudra financer cet écart gigantesque. Une dernière preuve que ce projet est intenable pour le gouvernement. Le gouvernement ne tient pas compte des différences qui existent dans la répartition même des produits entre bio et conventionnel. En effet, pour les produits les plus consommés par nos compatriotes, le maïs, le blé, le colza, etc., ça ne représente que 13% de la production des produits biologiques, là où ça représente 30% de la production des produits conventionnels. Cela signifie qu'en réalité, comment imposer des prix à l'équilibre à deux productions dont la répartition des prix est fondamentalement différente? Vous dites que cela ne doit pas être l'affaire des plus aisés, mais dans les faits, en réalité, structurellement, c'est bien le cas aujourd'hui, puisque les produits bio sont des denrées de citadins, de fortunés de métropole, et qu'en réalité, ils possèdent un biais sociologique absolument intenable, et ce n'est pas en finançant davantage le bio que vous pourrez le régler, c'est en soutenant notre agriculture conventionnelle. En effet, ça ne peut passer que par le circuit court. En cela, notre contre-proposition est claire. Charger les chambres agricoles régionales de superviser les actuelles AMAP, autrement dit associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et d'en créer de nouvelles dans chaque département. Ces associations se verraient accorder un contrat de gestion publique.
Grâce à des partenariats entre consommateurs et une ferme, cette nouvelle politique agricole ne contrevient pas au droit européen, puisqu'il ne s'agit pas de préférence nationale, mais bien de préférence locale. Autrement dit, un AMAP à la frontière suisse ou une ville à la frontière suisse pourra se servir par un AMAP suisse. Ce serait le vrai moyen de mieux rémunérer nos agriculteurs, en diminuant les intermédiaires et en favorisant la diversification des activités agricoles, augmentant de ce coup même l'emploi. Le circuit court est le dernier rempart de la défense de notre agriculture nationale. Le mandataire du modèle français, courageusement, prenant des décisions non idéologiques, mais offrant aux Français un vrai débat de politique publique et de santé publique. Je vous remercie. Pour lui répondre, nous appelons au gouvernement le troisième ministre Jean-Baptiste Lasserras. L'écologie sera populaire ou ne sera pas. Ce gouvernement se refuse à faire peser le poids d'une transition écologique et sociale indispensable sur les ménages les plus précaires. Il se refuse à culpabiliser ceux qui n'ont pas d'autre choix que de consommer des produits destructeurs des écosystèmes et néfastes pour leur santé. Il se refuse à prendre la crise écologique comme un prétexte pour paupériser nos classes populaires. La mesure que nous proposons aujourd'hui permettra à tous les Français de pouvoir consommer des produits de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement. Alors, outre les bienfaits sanitaires, écologiques et sociaux que nous avons déjà évoqués, cette mesure sera bien et belle bénéfique à l'économie française. L'Institut technique de l'agriculture biologique a estimé que les externalités positives du bio, que ce soit en termes d'emploi, parce que vous avez omis de le préciser, mais le bio est plus riche en emploi que ne l'est l'agriculture conventionnelle, de santé, en limitant le nombre de pathologies liées aux pesticides, ou encore en termes de conservation de la biodiversité. Cela pourrait représenter jusqu'à 4 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités chaque année. Le bio n'est pas seulement une évidence environnementale, il est un truisme économique. Nous souhaitons accompagner les différents acteurs du bio, du producteur au consommateur, afin que nous puissions transitionner d'un système prétendument plus efficient, mais qui ne conduit qu'à l'appauvrissement des ressources naturelles et des hommes. Pour ce faire, nous nous attaquerons aux marges des distributeurs, c'est là qu'est l'argent. Et nous subventionnerons le prix d'achat afin que le bio soit aussi cher à l'achat que ne le sont les produits conventionnels. Nous partageons les préoccupations de ce gouvernement vis-à-vis du coût du bio et sommes ravis de pouvoir faire preuve d'un peu de pédagogie afin d'éviter de faire certaines exagérations gluttonnes. Les distributeurs s'octroient aujourd'hui des marges exorbitantes sur les produits bio. Vous semble-t-il normal aujourd'hui que pour une pomme conventionnelle, un distributeur s'octroie 1 euro de marge, alors qu'il s'octroiera 2 euros sur la pomme bio. Le bio ne peut pas être ce produit marketing bourgeois qui permettrait à quelques industriels peu scrupuleux de réaliser des profits indus en le réservant aux classes les plus aisées. Le bio ne peut pas être un luxe de classe. Le bio est une nécessité populaire. Nous interdirons donc aux distributeurs de réaliser, sous peine d'amende, des marges plus importantes sur les produits bio que sur leur équivalent conventionnel. Si un distributeur obtient une marge de 1 euro sur une pomme conventionnelle, il obtiendra une marge d'1 euro sur une pomme bio. Refaisons alors les calculs, restera alors une différence de prix due au coût de production, qui est effectivement plus important du bio, mais alors nous trouvons que la différence n'est non pas de 75%, mais bien de 15,3% selon nos estimations. Une fois corrigée cette marge brute des distributeurs, cela sera compensé par une réduction de la TVA. TVA qui pourra devenir éventuellement négative si l'écart le justifie. Ce taux de TVA, donc sur les produits bio, sera calculé de manière annuelle par le ministère de l'économie afin de s'assurer que le prix du bio soit bien équivalent au prix du conventionnel, et ce, produit par produit. Je vais prendre votre question. Ne pensez-vous pas que le secteur conventionnel va de ce fait s'effondrer et que donc les plus précaires seront ceux qui consommeront du conventionnel ? Eh bien, dans le système que nous mettons en place, il n'y aura pas les 3 ans d'attente pour qu'un agriculteur puisse faire sa transition du conventionnel vers le bio. Donc effectivement, nous incitons les agriculteurs à se diriger vers le bio et nous venons de démontrer que cela sera rentable pour eux. Nous assumons cette idée de TVA faible ou négative qui bénéficiera tout à la fois aux producteurs bio et aux consommateurs. Puisque le producteur ne pourra pas augmenter ses marges, cela lui sera légalement impossible, eh bien il n'aura que d'autres choix, soit d'augmenter son prix d'achat, soit de diminuer son prix de vente.
Afin de financer cette subvention, nous proposons une hausse de la TVA sur les produits transformés qui permettra d'améliorer la santé de nos concitoyens, de diminuer les dépenses de santé publique liées à la malbouffe et de procurer des rentrées financières bienvenues de 1,5 milliard d'euros. Nous mettrons également en place un impôt de solidarité, l'ISA, impôt de solidarité alimentaire. Je tiens à remercier ce gouvernement de m'épargner la difficulté de faire preuve de son ignorance en omettant les mécanismes d'aide d'État en parlant de droit de l'UE. Connaissant ces inquiétudes profondes, je vais expliciter. Le droit de la concurrence européen, dans sa manière d'encadrer les aides d'État des gouvernements, a, à travers l'article 1123, interdit les aides d'État, mais la Commission l'a autorisé, notamment pour la promotion des produits du secteur alimentaire et à la protection de l'environnement. Les aides d'État connaissent donc des dérogations, et cela en fait partie. Cette mesure, elle est juste économiquement et socialement, et de manière plus importante, elle est indispensable au maintien de notre production agricole. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture nous met en garde. Au cours des 100 dernières années, 1 milliard de terres d'hectares fertiles se sont volatilisées. Si rien n'est fait, c'est la sécurité alimentaire de l'humanité qui est compromise. Mesdames et messieurs, devant le risque d'insécurité alimentaire, je me refuse à mettre un prix sur la famine. Merci beaucoup. Pour lui répondre, nous appelons à l'opposition le troisième député, Arnaud Rey. Depuis le début de ce débat, ce gouvernement divise notre agriculture en un trompeur triptyque. D'un côté, nous aurions les bons, utilisant des éléments naturels synonymes de respect environnemental et donc meilleurs pour notre santé. De l'autre, les brutes, n'ayant aucun scrupule à utiliser des pesticides de synthèse présentés comme nocifs. Et enfin, nous aurions les truands, ceux qui seraient joués par l'opposition que je représente, et ceux qui refusent de stigmatiser les milliers d'agriculteurs conventionnels en proposant un nouveau paradigme agricole basé sur des circuits courts. Ce projet consiste à ériger comme un dogme absolu et inattaquable l'agriculture biologique. C'est là, mesdames et messieurs, le sens profond de ce projet. Nous faire croire que le bio est en tout point préférable. Le sens de cette réforme est donc de justifier par des subventions et des milliards des produits déjà sous perfusion publique. Mais l'agriculture biologique n'est pas nécessairement plus saine pour notre santé que l'agriculture conventionnelle. Il s'agit d'une illusion qui n'a pas de fondement valable. D'abord, il n'y a pas de différence substantielle entre l'apport nutritionnel d'un produit biologique et celui d'une agriculture conventionnelle. De plus, le biologique ne permet pas d'éliminer certains effets indésirables, comme le surplus de matières grasses ou le sucre, que l'on retrouve également dans certains produits conventionnels et bio. De plus, manger bio ne veut pas dire manger des produits sains et sans pesticides toxiques. Un Français sur deux pense que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides. C'est pourtant faux. Seule l'utilisation de pesticides de synthèse est interdite dans l'agriculture biologique. Pourtant, parfois, des produits tout aussi toxiques d'origine naturelle sont utilisés. On pointe là une incohérence. Plus grave encore, les biopesticides ne sont pas plus sûrs que les pesticides conventionnels. Le sulfate de cuivre est l'exemple parfait. Son origine naturelle permet son utilisation dans des cultures biologiques et malgré cela, malgré les alertes des agences sanitaires européennes, le gouvernement continue de l'autoriser chaque année. Je prendrai votre question. Vous nous avez expliqué que les pesticides n'avaient pas d'effet sur les propriétés alimentaires des produits. Dans ce cas, comment vous expliquez que l'OMS constate des carences de vitamines B et C dans des produits après traitement par pesticides de synthèse ? Justement, l'OMS ne constate pas des carences, elle constate un surplus de vitamine C et de vitamines et d'oméga 3 sur les produits laitiers et les viandes, ce qui est très infime et qui ne permet pas, en tout point de vue scientifique, de considérer qu'il y a une différence substantielle. Pour revenir au cuivre, que le gouvernement dit qu'il est dangereux,
dit qu'il ne faut pas, qu'il y ait une diminution potentielle, mais qui ne fait rien pour l'endiguer. Effectivement, c'est un perturbateur endocrinien. Il génère également des aspects très nocifs pour notre environnement, dissolvant dans l'eau, polluant ainsi les nappes phréatiques et les cours d'eau, condamnant ainsi toute vie aquatique et souterraine. Comprenez bien, mesdames et messieurs, que le danger qui pèse sur notre santé n'est pas lié directement aux méthodes de production, mais à l'utilisation et au dosage de produits pesticides toxiques, qu'ils soient naturels ou de synthèse. Nous appelons donc à la cohérence sanitaire, en proposant la suppression des autorisations d'exercice du sulfate de cuivre pour l'agriculture biologique et du glyphosate pour l'agriculture conventionnelle. Si la santé de nos concitoyens est une priorité, les règles doivent être les mêmes pour tous. Alors vous nous direz, il est vrai que l'agriculture biologique a, et vous avez raison, des propriétés écologiques certaines, notamment une utilisation moins intense des produits toxiques, mais également une consommation énergétique moindre. Le gouvernement nous parle d'urgence climatique sans considérer que le bio fait face aussi à des limites. Cependant, la disponibilité des terres, par exemple, dont on sait que le rendement des terres biologiques est 20% inférieur à celui des terres conventionnelles, nécessitera, dans votre optique, plus de terres. Beaucoup plus. 2 fois plus, selon certains rapports. Beaucoup trop. Les sources possibles sont dramatiques, déforestation ou alors destruction des habitats occupés par l'homme. L'agriculture biologique n'est pas la panacée que l'on nous promet. En faisant le choix de privilégier des circuits courts, nous nous plaçons dans une démarche qui vise à ouvrir une nouvelle voie au service de l'environnement. Baisse des déchets plastiques, diminution des conservateurs et surtout une réduction drastique des gaz à effet de serre par la réduction des trajets. Nous le croyons ardemment, le local, c'est la justice. La justice pour les petits producteurs de nos campagnes, la justice pour les consommateurs qui trouvent une alimentation plus saine, la justice pour notre environnement auquel nous devons le respect et l'attention. Merci beaucoup. Pour conclure le propos du gouvernement, nous appelons le rapporteur du gouvernement, Théo Jossen. Si je vous dis Smart Fresh, vous pensez peut-être à une start-up innovante. Cela peut vous évoquer une brise printanière, pourquoi pas un appel de la nature. En réalité, le Smart Fresh, c'est le gaz qu'ont été contraints de balancer sur leurs pommes nos agriculteurs pour répondre aux exigences de la grande distribution. Il permet de conserver les pommes pendant plus d'1 an. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais quand au bout d'1 an, vous croquez cette pomme parfaite, à l'apparence saillante et sans la moindre égratignure, il n'en reste que de l'eau, du sucre et des agents cancérigènes. Toutes les vitamines ont évidemment disparu. L'opposition nous propose pour sa part de conserver notre agriculture conventionnelle. Elle vante le fait qu'elle conserverait ses nutriments. Cela est prouvé que non, nous n'avons pas les mêmes chiffres, monsieur. On ne se nourrit plus, on se remplit. La faute à qui? Aux agriculteurs qui se parfument au Roundup et attrapent des cancers de la prostate ou des cancers des ovaires? Aux consommateurs dont le pouvoir d'achat ne cesse de baisser et qui n'a pas les moyens de payer plus de 4 € pour 1 kilo de pommes? Ouvrons les yeux, le problème vient d'un modèle où l'on a laissé trop de pouvoir à de grandes entreprises et à leur avidité. Ce que le Premier ministre Maël Deïkas nous a introduit, c'est le projet d'une loi ambitieuse et raisonnée, visant à opérer une mutation de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique. Comment? En permettant à tous d'acheter bio et en accompagnant nos agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture, Grégoire Masson, vous avez présenté ce label AB qu'il vous plaît tant de dénigrer. C'est pourtant notre fer de lance et nous avons des raisons pour cela. C'est un label implanté et qui a déjà fait ses preuves. Par ailleurs, vous pensez que le local
tout seul peut sauver les choses. Non, le label AB est local. Sur 5 produits AB, 4 sont français. Cette promotion du local continuera par le soutien à nos agriculteurs. Ce n'est pas un label aligné, c'est un label aligné aux exigences de l'Union européenne, comme nous vous l'avons répété. Il nous permet de préparer une transition écologique au-delà du niveau national. Je prends votre question. Comment pouvez-vous moralement subventionner des produits ultra transformés, même lorsqu'ils sont bio? Les produits ultra transformés feront l'objet de taxes, nous l'avons dit. Les produits ultra transformés sont classifiés selon Nova, selon des échelles différentes. Nous taxerons donc les classes 5, 6 et 7, auxquelles n'appartiennent pas les produits bio. Enfin, le ministre des Finances et des Solidarités, Jean-Baptiste Lasserras, l'a démontré, ce projet n'est pas seulement viable économiquement, il assure la soutenabilité de notre économie. Le mécanisme est simple et juste. On considère déjà qu'il n'est pas normal qu'un distributeur marge à 1 € le kilo de pommes conventionnelles et à 2 € le kilo de pommes bio. Alors, forcément, par un petit calcul un peu trop rapide, on pourrait gonfler les chiffres des mesures que l'on prend. Mais en opérant cette mesure, déjà, nous diminuons drastiquement le coût de celle-ci. Suite à cela, nous corrigeons par la TVA la différence entre le prix du bio et le conventionnel. Comment le finançons-nous? Par cette taxe sur les produits ultra transformés, qui ont des effets déplorables sur la santé de nos concitoyens. Pour compléter cette mesure, nous demanderons, s'il le faut, un effort à travers l'impôt de solidarité alimentaire. Nous ne pouvons plus produire comme nous le produisons. Oui, c'est une révolution agricole que nous proposons. Ce ne sont pas des mesurettes. L'urgence est là et nous devons y faire face avec ambition. Pas seulement en prenant le local, mais à tout ce qui est inclus dans la démarche biologique. Il y a des solutions qui existent et nous devons les appliquer. L'agriculture bio n'est pas parfaite, mais si nous attendons la perfection, nous pouvons avoir la parfaite certitude que nous ne trouverons que notre perte. Il est temps pour moi de conclure, et il est temps pour nous d'agir à un niveau local et national. Merci beaucoup. Pour conclure ce débat, nous appelons le secrétaire général de l'opposition, Léo Briggs. Mesdames et messieurs, ce gouvernement a aujourd'hui des intentions tout à fait louables. Il souhaite que les Français mangent mieux, et ce pour moins cher. Ce sont là des ambitions que l'on peut partager, mais les moyens proposés ne permettront jamais un tel résultat. Le projet qui nous est présenté est en effet le fruit d'une double erreur. Celle de penser que l'alignement des prix est faisable, mais aussi celle de diriger les produits issus de l'agriculture biologique en idéal absolu, que nous devons atteindre à tout prix, et ce faisant négligeant totalement la qualité nutritionnelle de ces produits, ainsi que leur impact écologique. Si l'écologie est l'affaire de tous, comme le Premier ministre l'a évoqué, il convient de prendre des mesures réellement efficaces pour l'écologie. Et c'est tout le sens de la contre-proposition que nous portons. Privilégier les circuits courts. Parce que les circuits courts, c'est la promesse de moins de conservateurs sur les aliments. C'est la promesse de moins d'emballage, de plus d'éco-responsabilité. C'est la promesse de moins d'émissions liées au transport. Ça a du sens. Parce que le tout bio, ça n'a pas de sens pour l'environnement. Alors, chère Assemblée, je veux vous rassurer ici, parce que le portrait que je peins est un peu désastreux. Mais l'article que vous citez, monsieur le ministre, l'article européen, s'applique uniquement si les produits subventionnés n'ont pas déjà des aides de la PAC. C'est tout le sens de la jurisprudence de 2002 concernant des producteurs de cognac auxquels l'État voulait verser des subventions pour les transformer en vin de pays. La Commission a refusé cette conversion, a refusé ces subventions jugées illégales. Mais enfin, j'ai cru comprendre que le côté légal n'était pas la priorité de ce gouvernement, alors passons ensemble. Et interrogeons-nous désormais sur les résultats réels qu'engendrerait une telle politique, parce que croyez-moi,
On est bien loin de la fable gouvernementale. Le projet succombe à un inconscient collectif persistant. Croire que le bio, c'est forcément bon pour la santé. Le gouvernement aligne les prix de tous les produits issus de l'agriculture biologique. On subventionne tout le bio, parce que oui, après tout, c'est bio. Donc c'est forcément bon pour la santé, c'est écrit en vert sur le paquet. Eh bien non. Eh bien non. C'est plus compliqué que ça. Je prendrai votre question, allez-y. 80% de l'agriculture biologique consommée en France est française, contre 50% de l'agriculture conventionnelle. Mais de quel côté êtes-vous, monsieur le député? Monsieur, je suis du côté de nos agriculteurs conventionnels, dont vous signez la mort à petit feu sans le dire. Parce que le ministre de l'économie l'a très bien dit. Ce que vous dites, et le projet que vous portez, c'est la fin de l'agriculture conventionnelle. Et toutes les mesures de conversion que vous proposez ne seront jamais suffisantes. Jamais. Je reviens sur l'argument de la santé. Parce que le rapporteur général a dit quelque chose d'intéressant. Il parlait du Roundup. Bon, avez-vous écouté la contre-proposition de l'opposition? Nous proposons d'interdire le glyphosate, composante principale du Roundup. Donc ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Et sur la question des financements, on a un gros problème sur la question des financements parce qu'il repose sur une idée claire, l'équivalence. L'équivalence entre les produits conventionnels et les produits bio. On a pris l'exemple d'une pomme. C'est sympathique parce que c'est parlant, une pomme. Tout le monde sait, on peut comparer une pomme. Mais les t-shirts, par exemple. Un t-shirt peut être bio. Donc, on va le ramener à quel prix? À quel t-shirt? Ça peut être n'importe quoi d'autre. De la mayonnaise. On va le ramener à quelle autre mayonnaise bio? On ne sait pas. Vous ne le dites pas. Vous prenez l'exemple de la pomme, qui est facile, mais je sais que cette assemblée n'est pas dupe. Toujours sur la question du financement. Toujours sur cette question. Vous proposez une baisse de la TVA sur le bio et une hausse de la TVA sur le transformé. Et vous proposez de prendre des marges aux distributeurs. Bon. Il y a là une incohérence fondamentale. Parce que la hausse de la TVA sur les produits transformés, les produits ultra transformés peuvent aussi être bio. Donc vous allez augmenter la TVA d'un côté, et ensuite vous allez les subventionner parce qu'ils sont bio quand même. Donc c'est bien. Mais non. Si votre souci c'est réellement la santé des gens, il faut subventionner, il ne faut pas subventionner les produits ultra transformés, même s'ils sont bio. Il ne faut pas se contenter de cette étiquette, comme je dis tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chère Assemblée, je vous en conjure, ne cédez pas au chaos que tente de nous imposer ce gouvernement. C'est dramatique. Les enjeux environnementaux, les enjeux de santé, les enjeux de santé publique, les enjeux économiques valent mieux que cela. La folie dépensière que vous nous proposez, parce que votre chiffrage, il est faux. Vous proposez de prendre les marges aux distributeurs et vous assumez que ça va être fait directement. Non. Ça sera forcément combattu. Vous pensez que ces distributeurs-là ne vont pas se battre pour récupérer leurs marges? C'est une atteinte fondamentale à la liberté d'entreprendre, c'est une atteinte à la liberté économique. C'est catastrophique, ce projet. Il convient de refuser aussi ce manichéisme dans lequel vous voulez nous enfermer. Bio, les gentils. Conventionnel, c'est les méchants. Non. Mesdames et messieurs, nous valons mieux que cela. Refusons ensemble cette folie dépensière. Refusons ce manichéisme. S'il vous plaît, ensemble, refusons ce projet. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Nous allons nous retirer pour délibérer et nous reviendrons dès que le résultat sera connu pour des retours. Déjà, merci aux deux équipes pour ce premier demi-finale de cette saison qui était une demi-finale de qualité. Donc merci pour ça, vous avez fait l'effort de recherche, de travail et c'était très agréable pour nous d'écouter ce débat. Je vais me lancer déjà dans certains retours, notamment sur la forme et notamment sur les deux premiers orateurs. Il faut que vous compreniez une chose dans cet exercice, c'est que l'annonce de votre plan, de vos orateurs, ne peut pas servir de conclusion. Il faut que cette annonce fasse partie intégrante de votre discours et qu'elle nourrisse ce développement pour que nous puissions plus comprendre vos arguments et pour qu'on puisse comprendre qui va parler de quoi, à quel moment et pourquoi c'est important d'en parler. Alors que là, vos interventions, vos annonces de plan intervenaient à 4h50, 4h40, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. À ce moment-là, c'est un petit peu bâclé et on sent que vous l'annoncez parce qu'il faut le faire. Non, annoncez-le parce que c'est important et parce que vous estimez qu'il est important de bien comprendre votre plan. Donc, par rapport à ça, faites attention. Par rapport à vos exordes et vos péroraisons.
Tout d'abord, l'exorde doit être un moment clé de votre discours. Parce que la première et la dernière impression sont les plus importantes lorsqu'il est question d'art oratoire. Et ça, je m'adresse à tout le monde, que ce soit pour les premiers orateurs, pour tout le monde. L'exorde et la péroraison ne doivent absolument pas être bâclés. Là, pour le coup, il n'y a que très peu d'orateurs, notamment pour la péroraison, qui ont pris le temps d'en faire une. Lorsque les 3/4 des orateurs et oratrices ont plutôt bâclé leur péroraison parce qu'on leur a demandé de le faire, on leur a demandé de conclure. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que pareil, la dernière impression est extrêmement importante. Il faut que dans vos dernières prises de parole ressorte un élément essentiel de votre discours, ou au moins une idée extrêmement importante de ce que vous voulez apporter dans le débat. Ce n'a pas été le cas. Vous concluez parce qu'il fallait le faire. Non, donnez de la valeur à ces conclusions. Vraiment, parce que c'est extrêmement important. Un autre point qui est intervenu trop souvent, c'est le pupitre. Le pupitre n'est pas un support pour vous, c'est un support pour vos feuilles. Détachez-vous de ce pupitre. Utilisez vos mains, utilisez cette gestuelle qui est extrêmement importante pour donner vie à votre discours. Là, certains étaient comme ça pendant 5 minutes. Première chose, c'est pas très agréable pour nous à regarder. Deuxième chose, lorsque vous faites ça, vous vous adressez au sol et non aux personnes qu'il faut convaincre, le jury. Ce qui me fait aller vers une autre chose, les personnes que vous devez convaincre, ce n'est pas l'équipe d'en face. C'est le jury. C'est le jury qui va vous emmener en finale ou pas. Pas l'équipe d'en face. L'équipe d'en face ne changera pas de position pendant le débat. Il faut absolument regarder le jury. Il faut absolument que votre centre d'attention, ce soit le jury. Et je ne dis pas ça de manière narcissique. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie qu'on me regarde. Non. Parce que c'est nous qu'il faut convaincre. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas se dire, bah tiens, il a raison, je vais aller au gouvernement plutôt qu'à l'opposition ou à l'inversement. Non. Ça ne changera pas pendant le débat. Donc, faites attention à ces petits détails, mais des petits détails qui deviennent grands parce que vous êtes en demi-finale et parce que la place en finale se joue sur des détails. Et peut-être que la victoire se jouera aussi sur des détails. Donc, faites extrêmement attention à cela. On est en demi-finale de ce championnat. Prenez en compte toutes les choses, surtout que vous avez, cette fois-ci, 48 heures de préparation. C'est-à-dire que vos discours doivent être, à minima, mieux su que lorsque vous n'aviez que 24 heures. Détachez-vous de vos notes. Je prends ton exemple. Lorsque tu as répondu à ta question, on t'a senti beaucoup plus à l'aise que lorsque tu lisais tes notes. Fais-le davantage. Sors-toi de ces notes, faites des bullet points, je ne sais pas, trouvez un moyen de vous détacher de vos notes. Ce n'est plus possible à ce stade-là. Parce qu'il faut, encore une fois, que vous convainquiez le jury et personne d'autre. J'ai déjà pris beaucoup de temps sur les retours. Je vais laisser la place à Maël pour des retours un peu plus sur le fond du discours. Merci beaucoup Adèle, merci beaucoup à vous des deux côtés, parce qu'effectivement c'était un débat très agréable. Une fois qu'à la fin de chaque prise de parole, de chaque orateur, on a envie d'être convaincu par ce qu'il nous dit, c'est quand même qu'on a passé un bon moment et c'est ce qu'on cherche ici. Donc merci à vous pour ça. Je plus sois complètement sur ce qu'a dit Adèle, et notamment cette tentation de s'adresser uniquement à côté comme ça au gouvernement est forcément très présente à l'opposition. Faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là, et généralement adressez-vous au public. Arrêtez les vous me dites, vous nous dites, etc. Parlez au public. C'est au public qu'on dit quelque chose. C'est pas, le but, c'est pas juste que vous échangez entre vous, c'est que vous convainquiez les personnes en face de vous. Donc vraiment, faites attention à ça, parce que j'ai l'impression qu'on le dit à tous les tours, et qu'à tous les tours, ça ne marche pas. Donc j'essaye de le redire encore une fois ici, on verra comment ça marche dans quelques semaines. Mais voilà. Pour faire un petit peu équipe par équipe sur des grands retours généraux qui doivent vous servir, peu importe la position dans laquelle vous serez pour les prochaines fois, parce que j'espère que toutes et tous, vous allez continuer, quoi qu'il arrive, à débattre. Côté du gouvernement, attention à bien cadrer votre propos dès le début, à donner un travail de définition. Qu'est-ce que l'agriculture biologique? Qu'est-ce que n'est pas l'agriculture biologique? Vous avez donné des chiffres, c'était intéressant, mais il manquait vraiment ce travail de définition, parce que le fait que vous ne l'ayez pas établi dès le début, ça a permis à la chef de l'opposition ensuite de venir se poser, de nous donner la définition très juridique du terme. Sauf que du coup, vu qu'on ne l'avait pas eu avant, ça paraît comme une innovation majuscule d'avoir une définition dans ce débat, alors qu'à la base, ça doit venir de vous dès le début. Voilà. Et ce cadrage-là, il a pu manquer un petit peu, notamment pour savoir le périmètre du bio.
parce qu'ensuite vous aviez des très bons arguments, la question de la santé, sur la consommation médicamenteuse dans les élevages conventionnels qui a entraîné une hausse de l'hospitalisation, il y en avait moins dans le bio, mais du coup est-ce que l'élevage ça fait partie du bio? On ne sait pas parce que vous ne l'avez pas défini au début, donc on n'a pas le champ. Donc c'est-à-dire que vos arguments, pour qu'ils soient d'autant plus convaincants, il faut qu'on se dise mais oui, que ça colle à ce fil que vous êtes en train de tisser. Voilà, attention aussi à des éléments de langage qui sont bien rédigés. Vous avez toutes et tous une bonne forme, il n'y a pas de souci, vous savez écrire. Maintenant, il faut que ça vous serve vraiment. Et il y a des éléments de langage qui, bien sûr, sont nécessaires, mais qui ne doivent pas se suffire à eux-mêmes. Typiquement, sur le budget, sur le financement, il aurait fallu qu'on comprenne ce qu'il y avait derrière cet impôt sur la solidarité alimentaire, peut-être plus précisément que s'il y a besoin, ce qui a été un peu évoqué comme ça. Bon, s'il y a besoin, on a un impôt sur la solidarité alimentaire. Mais c'est quoi le besoin? Et puis c'est quoi dans cet impôt? Et qu'est-ce qu'il va faire? Parce que du coup, pareil, vous nous avez parlé de la TVA, des mécanismes sur un taux zéro, voire des taux négatifs. Ça a été lancé un moment, mais on n'a pas su ce que c'était vraiment des taux négatifs sur la TVA. Donc attention à ce qu'on peut qualifier un peu de faussement technique, c'est-à-dire que sur le papier, on se dit « waouh, ça a l'air complexe et ok », mais si nous, à la fin, on ne le comprend pas, ça ne peut pas servir votre propos, et du coup, forcément, ça perd en force de conviction, et ça laisse autant de portes ouvertes. Voilà, donc ne laissez pas des choses en suspens. Quand vous affirmez quelque chose, quand vous avancez un argument, venez toujours le justifier. Quand le Premier ministre dit quelque chose et dit un de mes ministres va y venir, il faut vraiment que ce soit le cas. Donc voilà, laissez pas comme ça des choses en suspens, parce que vous avez des bons arguments. Et c'était assez bien fait. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Attention, une dernière chose, la valeur ajoutée de vos questions et de votre réfutation. Sur l'exemple de la question, c'est alors la question que le Premier ministre a posée, de quel côté êtes-vous? Il y a peu de chances qu'ils te disent qu'il est du côté des gens qui polluent, qui veut que les gens mangent mal et qu'ils souhaitent la misère sur Terre. Donc évidemment, à une question comme ça, tu réponds du côté de ceux qui ont besoin d'aide. Et en soi, c'est pas une question qui met la personne en face en difficulté, ça lui donne juste une cartouche en plus pour paraître bienveillante, pour prendre le beau rôle en face. Donc attention à ces questions-là un petit peu pièges, et attention aussi dans votre réfutation, notamment pour le poste de rapporteur général, à avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire à vraiment apporter des arguments qui vont venir détruire le fil de l'opposition. Parce que là, on a eu beaucoup de rappels des faits, beaucoup de rappels de ce qui avait été dit, ce qui est bien sûr une part essentielle du travail de rapporteur, mais qui doit aussi venir apporter cette valeur ajoutée-là pour emporter cette conviction à la fin du déroulé du gouvernement, et qu'on se dise effectivement, voilà, il y avait ce supplément d'âme qui est venu et qui nous a emporté. Voilà, donc du côté du gouvernement. Côté de l'opposition, j'essaie promis d'être très rapide. Chef de l'opposition, c'est un travail de contre-cadrage qui a été très bien fait, mais c'est ensuite un travail aussi de pédagogie et pas forcément de réfutation. Et du coup, Noah, à partir de 2 minutes 30 à peu près, on a eu un petit peu un passage où tu es passé plus vers une réfutation un petit peu de vous, messieurs, de tourner beaucoup vers le gouvernement, et peut-être un peu trop, parce que tu nous as un petit peu oublié un moment, et ça t'a fait, en plus, sur la fin, accélérer un petit peu et perdre le fil de ton propos. Donc attention à bien rester dans ce cadre, où on avait besoin que tu nous expliques un peu plus tes ministres, ce qu'ils allaient faire, et que ça vienne avant la 4e minute 15, 4-15, pour en plus finir à 4-57 sur l'annonce des ministres. Donc attention à bien caler ces temps-là de structure de discours, que tu dois maîtriser en tant que chef de l'opposition, parce que le contre-cadrage était intéressant au début. Vous aviez une position qui était claire, sur la forme, il n'y avait pas de souci. Votre contre-proposition, chère équipe d'Olemo, ne peut pas être un projet de loi et ne doit pas être trop détaillé. C'est pas la première fois que je vous fais ce retour-là, et encore une fois, vous avez passé parfois beaucoup de temps sur cette contre-proposition que vous allez chercher à détailler, à rendre en fait la plus crédible possible en nous parlant des chambres agricoles régionales, des AMAP, etc. Ce qui peut-être vous, bien sûr, vous avez travaillé le sujet, vous paraît hyper pertinent, mais nous, non. Donc forcément, quand on nous dit les AMAP, les chambres agricoles régionales, et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elles font, à quoi ça sert exactement, et vous n'avez forcément pas le temps de nous le développer, puisque ce n'est pas votre but, donc ça fait un peu lancer en l'air comme ça. Donc ce qu'on retient à la fin, c'est circuit court. Mais du coup, est-ce qu'il y avait forcément besoin de nous développer plus que juste de nous dire les circuits courts, c'est la solution pour quelques raisons que vous allez vous développer? Parce que du coup, nous, à la fin, on se retrouve avec des sigles qu'on ne comprend pas forcément, une idée générale, mais vous, ça vous a pris quasiment 1 minute, voire 1 minute 30 parfois de discours, en tout. Donc voilà, notamment Baptiste, donc le deuxième député, tu as fini d'argumenter à 5 minutes, mais tu as bien passé 30 secondes sur ces 5 minutes à nous parler des chambres agricoles régionales et des AMAP. Ce qui a pu te manquer sur le temps de ta péroraison. Voilà, et finir par un « je vous remercie »,
s'il vous plaît. Mais donc voilà, attention à cette contre-proposition-là, toujours un petit peu longue. Et voilà, pour finir, enrobez bien voilà, vos propos. Votre réfutation, quand elle est méthodique, et c'est ce qui a été le cas pour le secrétaire général de l'opposition, il faut quand même qu'elle soit enrobée un petit peu pour la rendre un petit peu plus encore vivante. Mais la réfutation était très intéressante. Donc voilà, pour quelques retours généraux. En tout cas, merci beaucoup aux deux équipes. C'était un débat vraiment très qualitatif sur un sujet qui est difficile. Hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit assez, parce que c'est pas évident, même en 48 heures, de devenir des professionnels du droit européen, de l'économie, de l'agriculture, de l'alimentation et des inégalités sociales et sanitaires. Donc félicitations pour ça et merci à vous. Du coup, je serai le dernier à prendre la parole ce soir et en vous écoutant, je me suis fait une remarque, c'est que c'est quand même vachement plus cool d'être du côté du jury que de votre côté. J'ai connu ça il y a 3 ans et du coup, je vais aussi prendre un malin plaisir à vous faire un peu patienter parce que sinon, ce n'est pas drôle. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà à voir vos deux équipes évoluer dans ce championnat. Pour le coup, Olemo, c'est la première fois que je vous voyais, mais j'avais des retours de mes co-jurés. Verbatim, ce n'est pas la première fois qu'on se croise. Ce que j'apprécie, c'est qu'on voit une certaine évolution dans vos performances, que vous tentez de prendre en compte toutes les remarques qu'on vous fait, parce que voilà, c'est toujours, on essaie toujours de vous tirer vers le haut pour que le niveau du championnat soit toujours meilleur, que vous passiez beaucoup plus de temps à vous éclater dans ce championnat plutôt qu'à le subir. Et donc ça a été un vrai plaisir de vous suivre tout au long de l'année depuis novembre. Donc Adèle et Maëlle vous ont expliqué, tant au niveau de la forme et du fond, ce que nous, on avait tiré de ce débat. Et donc, pour commencer, on va annoncer le meilleur orateur de ce soir, qui est Léo Briggs. Oui, on peut justifier ce choix. Si ça vous dit. Alors, en fait, ça a été l'orateur qui a mêlé à la fois le fond et la forme. C'est-à-dire qu'au niveau de la forme, on a, alors, un petit bémol à ça, peut-être mieux travailler ton exorde et ta péroraison qui nous ont laissé un peu sur notre fin, notamment ta péroraison. Donc, mettre un peu plus l'accent dessus pour les prochaines fois, s'il y en a. Et au niveau du fond, tu as eu 3 gros arguments qui ont été extrêmement pertinents. Les t-shirts, parce que, mine de rien, on a l'impression qu'on ne parle que de nourriture, mais le sujet, c'est les produits issus de l'agriculture biologique. Donc, le coton peut rentrer très bien dans la définition du sujet. On a eu également la jurisprudence sur le cognac, qui est très bien vue. Et on a eu... la démonstration sur la TVA, oui. Et les produits ultra transformés, qui était intéressante. Donc voilà, c'est pour ça que on a décidé de te nommer meilleur orateur, parce que, au vu de ta performance, tu as maîtrisé le mieux les attendus du débat parlementaire et tu as apporté vraiment des arguments de fond qui ont servi ton équipe. Et donc, sans plus tarder, l'équipe qui sera en finale au mois de juin prochain est l'équipe d'Olemo. Et donc du coup, encore félicitations aux deux équipes, des félicitations plus particulières à Verbatim, pour qui le parcours en championnat s'arrête ce soir, mais vous n'avez pas à rougir de votre performance et de vos performances passées, parce que vous avez fait un gros parcours en sortant notamment le champion de France en titre, ce qui n'est pas chose aisée. Et donc voilà, encore félicitations. Vous voulez également remercier Thomas Bouvard et son équipe à la réalisation. Merci également à l'organisation aussi de l'EM Lyon pour la mise à disposition de la salle et de l'équipement. Et puis nous, on se retrouve du coup pour la deuxième demi-finale au mois de juin prochain à Paris, ainsi que pour la finale avec du coup Olemo en juin prochain également à Paris. Et bonne soirée à tous. Merci.